Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que la maternité nous change. Nous devenons mères. Nous passons d'un point A à un point B, pour reprendre les mots d'Anaïs. Lors de sa grossesse, on lui annonce que son bébé se présente en siège. Son rêve d'une naissance physiologique est compromis. Mais, hors de question d'abandonner l'idée de l'accouchement dont elle rêvait. Elle se renseigne, se forme et découvre un monde qui la passionne. Grâce à sa fille, Anaïs a trouvé sa vocation. Elle nous raconte son histoire. Donc je m'appelle Anaïs et mon histoire elle va commencer en février 2020. À l'époque j'ai 27 ans, j'habite dans le sud de la France à Marseille avec mon compagnon. Je vis avec lui à peu près depuis 1 an et demi, on est vraiment dans la phase amoureuse, passionnelle, etc. On est très heureux et on décide de se dire pourquoi pas un projet bébé. Et à l'époque je suis consultante en informatique, donc c'est un métier qui me passionne pas particulièrement. En fait j'ai fait des études en école de commerce, j'ai jamais vraiment trouvé ma voie et je suis arrivée là un peu par hasard. C'est un métier qui paye bien, je travaille avec des gens très sympas. Je me sens pas mal, mais je me sens pas super épanouie dans ce que je fais. J'ai des missions qui changent souvent, donc ça me permet de rencontrer plein de gens différents, etc. Et puis, ce projet bébé avance assez rapidement, puisque je tombe enceinte très rapidement. Je tombe enceinte en 3 semaines. Et février 2020, du coup, c'est le début du Covid. Et ça va s'avérer être plus difficile que ce que j'imaginais, du coup. Ce Covid va entraîner évidemment, comme tout le monde sait, des mesures sanitaires hyper strictes, qui fait que mon compagnon, dès le début, il peut pas du tout venir avec moi pour le suivi médical de la grossesse. Il n'y a pas de possibilité qu'il soit présent aux examens. Je me sens un peu perdue au début. En plus, pour sortir de chez soi, il faut la bonne attestation, etc., etc. Donc c'est vrai que ça rajoute un stress supplémentaire. Et puis, dès le début de ma grossesse, on me trouve un petit décollement du placenta qui est suspecté dès la première échographie. Je vais avoir un suivi en fait au cours de cette grossesse un peu plus rapproché que la normale, on va dire, qui fait que j'ai encore plus d'examens médicaux que les autres, et donc je me retrouve encore plus souvent seule face aux équipes médicales pendant la grossesse. Ma grossesse avance quand même, ça se passe bien, a priori le bébé se développe bien, tout va bien, je me sens bien, voilà. Et puis les semaines passent, j'arrive plutôt à la deuxième partie de ma grossesse, plutôt à 32 semaines d'aménorrhée, et là lors de l'échographie, on se rend compte que notre fille est en siège. Et donc là, un bébé en siège, l'équipe médicale en fait commence un peu à me sensibiliser et à m'expliquer que il va falloir peut-être mettre en place des choses pour lui permettre de se retourner. Il va falloir faire des examens pour voir si éventuellement elle reste dans cette position, si jamais l'accouchement par voie basse reste quand même possible, et que certains médecins sont pas d'accord pour en fait lancer un accouchement en siège, même si tous les voyants sont au vert. Je suis face à cette difficulté, ça me fait un petit peu peur, surtout parce que depuis le début de ma grossesse, j'ai vraiment développé une volonté de vivre un accouchement le plus naturel possible. J'ai vraiment envie d'être connectée à mon bébé, je rêve d'accoucher dans l'eau, sans péridurale, etc. Et donc on me fait bien comprendre que tous ces projets-là sont pas très compatibles avec une position en siège et que ça risque d'être problématique. Je passe pas mal d'examens médicaux, on vérifie au niveau du bassin que c'est possible, que la tête de mon bébé est pas trop grosse, etc. Donc a priori, tous les voyants sont au vert pour que je puisse accoucher, au moins tenter un accouchement par voie basse. Je me retrouve quand même à devoir m'inscrire dans plusieurs maternités en parallèle parce que y a certains médecins qui ne pratiquent pas les accouchements par voie basse quand il y a un bébé en siège, qui ne se sentent pas rassurés de le faire. Et donc, en fait, on me propose d'être inscrite dans plusieurs maternités pour pouvoir appeler le jour J pour savoir quel médecin est de garde, et si le médecin de garde, en tout cas, accepte au moins de tenter la voie basse compte tenu de mon dossier médical, pour avoir plusieurs options pour le jour J. Et donc, c'est une période pendant la grossesse où non seulement on est enfermé, c'est le Covid, et puis il y a quand même toutes ces difficultés en lien avec la maternité qui se présente, et je me mets à lire en fait. Je me mets à lire beaucoup de choses sur la maternité,
l'accouchement, la physiologie du corps. Et je commence vraiment à me dire, waouh, ce que notre corps est capable de faire pendant cette période-là, c'est quand même un truc assez magique. C'est fou la force qu'on peut avoir, c'est fou toutes les transformations qu'on vit de l'intérieur. Et vraiment, j'ai envie de vivre ça le plus naturellement possible. En fait, plus le temps passe et plus je me dis, j'ai vraiment envie d'un accouchement naturel. Et pourtant, toutes les planètes sont pas tout à fait alignées avec ce bébé qui s'est mis en siège. Et ça me fait peur, en fait. Ça me fait peur parce que j'ai vraiment envie de ce projet. Et je me rends compte que si jamais ça se passe pas exactement comme je l'avais imaginé, ça va me frustrer. J'essaye de travailler en tout cas sur plusieurs possibilités. Je fais du yoga prénatal, je fais de l'autonomie, j'en parle beaucoup avec ma sage-femme, etc. pour me préparer à l'éventualité où si jamais l'accouchement par voie basse n'est pas possible, évidemment, je ne mettrai pas en danger la vie de mon enfant, je ferai une césarienne, etc. J'ai quand même cette peur que je nourris. Et puis d'un autre côté, tout ce que je lis sur la possibilité d'accoucher par voie naturelle, sur la physiologie de la naissance, etc. me rassure et me fait prendre conscience de la force que je peux avoir en moi. Et que je me dis, je vais y arriver en fait. Je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Il y a aussi dans mes lectures quelque chose qui me heurte un petit peu, c'est finalement, je lis pas mal de témoignages de femmes qui sont en postpartum, qui vivent des choses assez difficiles. Ça vient un peu se confronter à la réalité toute rose du monde qu'on m'a décrit un peu de quand on a un enfant, quand on devient maman. Et je me dis, tous ces chamboulements, en fait, malgré tout, ça reste un peu tabou. Pourtant, autour de moi, j'ai une maman, j'ai une sœur, j'ai des cousines, j'ai des copines qui sont mamans. Et malgré tout, leurs difficultés, finalement, elles m'en parlent pas trop. Je me dis, c'est peut-être parce que je suis enceinte et que du coup, on veut pas me brider ou me faire peur à ce moment-là. Mais en tout cas, je me rends compte qu'il y a un espèce de tabou qui existe autour de l'après et que c'est un peu un flou artistique qui me donne envie d'aller creuser encore plus. Le lundi 9 novembre 2020, du coup, j'accouche de ma fille Emma, qui naît par voie basse en quelques heures. J'ai vécu un accouchement en fait qui est absolument magique. Lorsque j'arrive à la maternité, donc j'ai quelques petites contractions, mais comme il est déjà à peu près 18 heures, avec mon compagnon, on se dit mieux vaut qu'on aille maintenant à la maternité plutôt qu'en plein milieu de la nuit pour voir en tout cas si au moins le travail a commencé. Donc quand je me rends à la maternité, finalement, la sage-femme qui m'ausculte me dit vous êtes dilatée à 1, le travail commence, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis en me relevant de cette auscultation, je perds les os. Et là, tout vraiment s'accélère. En une demi-heure, je passe à une dilatation à 4. Et en 2h30, voilà, ma fille arrive très 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 vite. On me pose quand même la péridurale 15 minutes avant la poussée finale parce que c'est un filet de sécurité pour les équipes. Et l'équipe, en tout cas, qui m'accouche, me l'explique vraiment avec beaucoup de gentillesse et de détails. Et il m'explique vraiment pourquoi ils veulent me poser cette péridurale. Et donc, à ce moment-là, je me sens vraiment écoutée, comprise dans mon projet. Donc, j'accepte qu'on me la pose pour la poussée finale, même si ça arrive très vite après qu'on me l'ait posée finalement. Et donc, voilà, cet accouchement magique que j'ai attendu pendant 9 mois, je le vis enfin. Je suis un peu dans un rêve éveillé parce que ça y est, j'ai enfin ma fille, mon accouchement s'est très bien passé, j'ai pu faire tout mon travail dans l'eau, etc. comme je l'avais vraiment voulu. Et d'un autre côté, je suis très surprise que ce soit allé très vite. Et là encore, ça se confronte à une des choses que j'avais lues, où on m'avait dit, mais en fait, un premier accouchement, c'est toujours très long, ça prend toujours beaucoup de temps, etc. Et en fait, c'est pas forcément vrai, la preuve. Même si cette rencontre, elle est magique et que j'ai eu l'accouchement, en fait, que j'attendais, je vis des débuts un petit peu difficiles avec mon bébé. Déjà parce qu'à la maternité, elle a la jaunisse. Une jaunisse très 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 forte, donc elle va passer plus de 3 jours entiers sous la lumière bleue, donc je suis un petit peu séparée d'elle, même si je reste auprès d'elle, c'est quand même pas pareil que d'avoir son bébé dans son berceau juste à côté. Et puis dès les premiers jours en fait, elle est très difficile à poser, elle dort que sur moi qui voulais continuer sur la lignée de l'accouchement physiologique avec la mise en place de l'allaitement, etc. Je me heurte à une nouvelle difficulté, c'est que ma fille refuse un de mes deux seins. L'allaitement est vraiment très difficile à mettre en place. Je suis obligée de mettre en place un dispositif d'aide qui s'appelle un DAL avec une petite paille, etc. pour l'aider à prendre mon sein. Et donc tout ne se fait pas si naturellement, malgré tout. Donc j'ai quand même de la chance parce que je suis très entourée. J'ai une famille qui est très présente, avec laquelle je m'entends très bien. J'ai une maman, une belle maman qui m'aide dans toutes les tâches un peu au début du postpartum. J'ai un mari aussi qui est ultra disponible, qui a posé presque 2 mois de congé
cumulé avec son congé paternité. Et du coup, il est à la maison, il est toujours là avec moi. Je me sens vraiment pas seule parce que je suis vraiment entourée en fait. Mais après, dès le début, j'ai du mal en fait à trouver de l'aide auprès des professionnels qui m'entourent parce que on n'est pas dans des cas d'urgence. Mon enfant va bien, je vais bien, on n'a pas de problèmes sociaux. On a juste voilà des débuts, on va dire, de parentalité et moi le début de ma maternité un petit peu difficile parce que mon bébé a du mal à être posé, voilà pour toutes ces raisons. Mais finalement, il n'y a rien de dramatique qui se passe, il y a personne qui est en danger. Et donc, trouver de l'aide à ce moment-là, c'est assez difficile. Et même si je suis très entourée par ma famille, je commence petit à petit à me sentir un peu seule. Je sais pas quoi faire, en fait, pour aider ma fille à aller mieux. Je sens que dès que je la pose, c'est très compliqué. Elle se réveille tout le temps. Elle a toujours besoin d'un contact physique qui vraiment me prend énormément d'énergie. Et puis, en plus de toutes les transformations que le corps resubit après l'accouchement pour retrouver, entre guillemets, mon état naturel, de départ, et c'est difficile d'affronter tout ça en fait en même temps, les difficultés émotionnelles, les difficultés physiques, les petites douleurs, etc. Et vraiment, je me dis, en France quand même, c'est bizarre, on nous aide pas vraiment sur cette partie-là. Alors oui, il y a des sages-femmes, il y a des gynécologues, etc. Mais le milieu médical, ils ont pas le temps en fait, tous ces rendez-vous-là. Moi, j'aurais juste eu besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, avec qui me poser, et lui dire, voilà, là c'est difficile, ma fille elle fait pas ci, ma fille elle fait pas ça, j'arrive pas à la poser, etc. J'avais plus besoin d'une oreille, d'une écoute et de quelqu'un vraiment avec qui échanger pendant longtemps. Parce que c'est pareil, j'avais un vrai besoin finalement de parler de mon accouchement, de raconter en détail tout ce qui s'était passé. J'étais à la fois très fière et puis un petit peu quand même en état de choc, entre guillemets, que ce soit allé si vite, que ça se soit si bien passé. Et du coup, voilà, j'avais tout ce trop-plein d'émotions et de choses à dire et de sentiments qui naissaient en moi, dont je savais pas vraiment quoi faire, en fait. Et je me rends compte que finalement, en France, je sais pas vers qui me tourner, quel professionnel, je sais pas qui appeler pour m'aider à y voir un peu plus clair et à me sentir un petit peu mieux dans ma maternité, même si je suis loin de faire une dépression, ou voilà, je sens que je vais bien, mais que j'ai besoin de plus, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger. Je continue un peu à approfondir les lectures que j'ai commencées pendant ma grossesse, à me renseigner. Je regarde sur les réseaux sociaux, je lis des articles de journaux, je lis des livres, etc. Et en fait, je découvre le métier de doula. Le métier de doula, c'est vraiment voilà, un métier d'accompagnement finalement de ces femmes et de ces familles qui peut porter sur un accompagnement en fait pendant la grossesse et pour vivre un accouchement le plus serein, le plus physiologique, etc. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui on peut parler pendant l'après et à qui on peut déposer des choses qui peut nous aider dans notre organisation, dans nos écueils un peu de jeunes parents et qui ne nous jugent pas et qui nous donnent aussi plein de ressources pour essayer d'avancer. Et je me dis, ce métier-là, en fait, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est d'une doula, finalement, dont j'ai besoin. Et là, je commence un processus intellectuel qui n'est peut-être pas très classique, mais plutôt de me dire, je vais aller chercher une doula pour m'accompagner. Et je me dis, mais en fait, finalement, je vais devenir doula. Je vais faire une formation pour comprendre, en fait, et peut-être pour m'auto-aider moi-même. Pourquoi pas après, évidemment, pour aider les autres. Donc en janvier 2021, ma fille a 3 mois, puisqu'elle est née en novembre 2020, et je me lance dans une formation de doula qui s'appelle aussi le métier d'accompagnante périnatale et parentale, avec un institut canadien qui s'appelle Mère et Monde. Et donc je fais une formation à distance sur une durée assez intensive. Puisque la formation, elle dure 4 ou 5 mois et on a plusieurs week-ends par mois en fait où pendant 2-3 jours consécutifs, on assiste à la formation. Et cette formation-là, elle est vraiment challengeante et elle est difficile pour moi parce que j'allaite en même temps. C'est en horaire décalé parce que c'est avec le Canada. Et donc c'est très intense sur le rythme, j'apprends énormément de choses et en même temps, je dois m'occuper de mon bébé. Voilà, la formation nécessite aussi de réaliser un stage, etc. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Et en même temps, plus j'avance dans la formation et plus je me dis que c'est un métier merveilleux et que ça correspond vraiment à ce que j'attendais pour moi déjà en tant que jeune maman. Et aussi, je commence à me dire...
Vraiment, j'ai l'impression de trouver ma voie petit à petit et de m'épanouir vraiment et de me sentir utile, ce que je ressentais plus du tout en fait dans mon ancien travail que je faisais avant de tomber enceinte. Donc les mois passent quand même assez rapidement. Je suis, on va dire entre guillemets, obligée de reprendre le boulot en mai 2021. Parce que voilà, il y a quand même une réalité économique. À ce moment-là, ma fille, elle a 6 mois. Voilà, il est temps que je retourne travailler, que je retrouve un peu mon quotidien, mes collègues, mes missions de travail, etc. Et je me dis, en parallèle, tu peux continuer à faire des formations complémentaires à celui du métier de doula. Donc, je me lance dans des formations sur le sommeil du tout petit, sur comment accompagner les femmes en postpartum de manière très spécifique. Je fais aussi une formation pour découvrir comment accompagner les gens qui sont dans des parcours de PMA, des formations sur l'allaitement, etc. Donc je vais piocher un peu auprès de plein d'organismes en France et à l'étranger, ou plein de sachants, des sages-femmes, etc. pour essayer vraiment de m'alimenter sur ces questions-là. Et là encore, plus le temps passe et plus je me dis, ces formations, elles sont géniales. Et surtout, j'ai l'impression que ça va vraiment m'apporter de la valeur et que je vais pouvoir accompagner et vraiment aider des gens qui sont en difficulté pendant ces parcours et ces moments de leur vie qui sont un peu décisifs en fait. Et cette reprise du boulot, je la vis très mal aussi parce que je sens que je suis plus du tout à ma place en fait. Je sens que j'ai plus du tout envie de faire ce que je fais. Donc les gens avec qui je travaille sont toujours aussi sympas, les missions c'est les mêmes, mais je me sens vide de sens. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Ça correspond pas du tout à ce que tu as envie de faire. Voilà, je travaille sur des projets informatiques, ça me paraît tellement loin et tellement décorrélé de ma vie de jeune maman. Tellement loin des problèmes que j'avais dans le quotidien quand il fallait porter mon bébé, le nourrir, l'aider à s'endormir, etc. Je me dis, mais il faut que je trouve un moyen de sortir de là parce que je m'y sens vraiment mal. Et pour le coup, si j'avais pas fait de dépression postpartum, je sentais que j'avais un vrai mal-être qui commençait à arriver avec cette reprise du travail et qu'il fallait que je m'en sorte assez rapidement. En septembre 2021, du coup, ça fait quelques mois que j'ai repris le travail et je me lance un nouveau défi. Je découvre un diplôme universitaire qui s'appelle Accompagner la procréation à la naissance à l'université de Toulon. Donc il faut savoir que Toulon, c'est à peu près à 1 heure de route de chez moi, donc je me dis c'est pas trop loin, c'est peut-être compatible en termes de trajet pour pouvoir assister aux cours, etc. Et en plus, le format du diplôme universitaire me convient bien parce que c'est un format où c'est des sessions de 2 jours et demi, une fois par mois, pendant une année scolaire. Donc je me dis c'est tout à fait aussi compatible avec mon travail et de pouvoir faire ce diplôme universitaire. Alors je me lance là-dedans parce que je me dis finalement, tu as fait une formation de doula, tu as fait des formations complémentaires sur plein de sujets, le sommeil, le postpartum, l'allaitement, etc. Mais en France, tout ça, c'est des diplômes qui ne sont pas reconnus, qui sont pas... voilà, il n'y a pas de certification par rapport à ça. Et du coup, je me dis, pour avoir un peu de légitimité, aussi bien aux yeux des parents qu'aux yeux des professionnels avec lesquels j'ai envie de créer du lien, il faut que j'ai un diplôme qui soit un peu plus universitaire, un peu plus reconnu. Et donc, c'est pour ça que je me lance ce nouveau défi. Donc, c'est un défi qui est vraiment difficile pour moi parce que voilà, je travaille, j'ai ma vie de femme, j'ai ma vie de maman, quand même, avec un petit bout qui n'a pas encore un an. Un investissement financier aussi. Il y a forcément du travail complémentaire à faire, j'ai un mémoire à écrire au cours de l'année, etc. Donc je commence à me dire que la charge associée à ce diplôme, elle est grande, mais que voilà, si j'ai eu l'information que ce diplôme existait, c'est peut-être pas pour rien qu'il est arrivé sur ma route, et qu'il faut que je continue à creuser cette piste d'accompagnement dans la périnatalité parce que c'est là où je me sens vraiment à ma place, c'est là où je me sens vraiment bien. Je fais le diplôme universitaire sur toute l'année scolaire entre septembre et juin, donc septembre 2021 et juin 2022, la fin du diplôme. Et quand j'arrive au terme du cursus universitaire, là vraiment je passe un cap, j'ai un déclic et je me dis il faut que je quitte ma boîte, il faut que j'arrête de faire ce que je fais, il faut que je me lance vraiment, que voilà, que j'aille au bout de mon idée, que j'aille au bout de mon rêve. Je sens que c'est ma place, c'est ce que j'ai envie de faire.
Et donc, je décide de quitter mon emploi. Quand je prends la décision de quitter mon entreprise, c'est un moment qui est vraiment difficile parce que je sais ce que j'ai, je sais la sécurité que j'ai, voilà, les gens avec qui je travaille que j'apprécie beaucoup, j'ai quand même une belle sécurité financière. Voilà, je sais où je suis et je sais pas où je vais. Je décide de créer ma boîte dans la foulée, donc ma structure qui s'appelle les Bébêtises, qui est un petit nom qui a été trouvé par mon compagnon. Mais j'ai peur parce que je me dis finalement tu te lances dans quelque chose, tu sais pas si ça marche. Les doulas en France, il y en a beaucoup qui se forment à plein d'écoles différentes et finalement toutes n'arrivent pas à en vivre. Il y en a beaucoup aussi qui ont des emplois en parallèle, à temps partiel, etc. Et donc c'est un vrai risque en fait que je prends. Et je me dis, écoute, il faut que tu te fixes des objectifs. C'est-à-dire que tu te donnes 3 ans. Tu fais tout pendant 3 ans pour te développer. Tu mets tout en place. Si dans 3 ans, ça n'a pas marché, il faudra que tu retournes peut-être à une vie de salarié. Mais 3 ans, c'est un peu le moment charnière où soit ça a marché et tant mieux, et voilà. Soit faudra transformer cette passion-là et ce qui t'anime par rapport au métier d'accompagnante. Peut-être t'investir dans le milieu associatif ou voilà, mais on trouvera trouver un autre moyen de vivre cette passion. Mais donne-toi cette chance en fait. T'es jeune, j'ai 30 ans, voilà, fais-le et puis tu verras ce qui arrive. Donc c'est ce que je fais. Je lance la structure, j'obtiens mon diplôme, etc. Et là débute la vie d'entrepreneur. Quand ça commence, donc au début, voilà, je me lance quand même sur une période un peu délicate. C'est l'été, donc c'est normal que ce soit un peu calme, etc. Et donc le vrai démarrage, finalement, je me dis, c'est septembre 2022. C'est là où tout va vraiment commencer après la période estivale. C'est là où tu vas pouvoir mettre beaucoup de choses en place, etc. Et je me rends compte que finalement, j'ai 2 métiers. C'est-à-dire que le métier d'entrepreneur, évidemment, j'ai vraiment mon métier d'accompagnante périnatale et parentale. Donc celui d'accompagner les parents dans toutes les étapes qu'ils vivent. Mais j'ai aussi le métier, la casquette de chef d'entreprise avec tout ce que ça comprend, le démarchage commercial, l'animation des réseaux sociaux, les partenariats, la comptabilité, etc., etc. Et je me dis, finalement, c'est pas si facile aussi d'avoir toutes ces casquettes. La casquette de maman, la casquette de femme, la casquette d'entrepreneur, voilà. Mais je me dis, voilà, c'est pas grave. Vas-y à fond en fait, vas-y à fond, fais tout ce que tu peux et puis tu feras le point dans 3 ans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'aventure que je suis en train de vivre. J'ai fait beaucoup de choses pour me développer ma structure. J'ai rejoint des réseaux comme par exemple le BNI qui est un réseau d'entrepreneurs. Je fais partie d'un regroupement d'une association d'entrepreneurs féminines. J'essaye de créer des offres et des partenariats avec d'autres professionnels de la périnatalité pour proposer vraiment des accompagnements, on va dire, globaux, avec plusieurs thérapeutes en fait qui peuvent proposer chacun et apporter chacun aux parents qu'on rencontre. Et je consacre finalement énormément d'énergie tous les jours au développement de mon activité. Je pense qu'il n'y a pas une journée, une nuit où j'y pense pas, où je me réveille pas en me disant tiens, il faut que tu fasses ça, etc. Et d'un autre côté, je le sens au plus profond de moi-même que ça y est, je suis soulagée, j'ai enfin trouvé ma place. Depuis que j'ai vécu cette aventure de devenir maman et du coup pour moi tout ce que ça a entraîné aussi sur ma vie professionnelle, même si c'est dur, hein, même si y a 1001 choses à faire, même si je m'arrête jamais, etc. Même si aussi ça prend du temps parce que se faire connaître, réussir à avoir la confiance des particuliers, des professionnels, avoir des avis, etc. Évidemment, hein, ça se fait pas en un jour, on claque pas des... Enfin, il y en a qui ont de la chance et pour qui ça se fait très vite, puis il y en a comme moi pour qui, voilà, faut le temps d'avancer, de se faire connaître, etc. Et ça me va très bien comme ça. Mais il n'y a pas un seul instant où je regrette ce choix. Franchement, c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Même si aujourd'hui j'en vis pas encore totalement, ça fait à peu près quasiment 1 an, on va dire que mon activité elle est vraiment lancée, mais je me sens tellement épanouie dans ce que je fais en fait et je vibre très fort quand je suis auprès des parents que j'accompagne. Je me rends compte que y a une vraie valeur dans ce que je fais et que moi aussi j'étais à leur place, moi aussi j'avais besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui me donne des ressources, quelqu'un qui soit juste là pour me comprendre, pour me regarder, pour me dire et toi maman en fait, toi, comment tu vas toi
Ok, ton bébé va bien, ok, ton mari va bien, mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Et si tu me racontais ton accouchement et voilà, toutes ces choses-là qui sont tellement importantes dans la maternité. Pour moi, accompagner des parents, c'est vraiment accompagner voilà, leurs doutes, leurs questionnements, leurs besoins. Chaque personne est tellement différente et chaque femme aussi a tellement une façon de vivre sa maternité différemment. C'est hyper riche en fait ce que je vis aujourd'hui dans mon métier. Il y a une phrase que j'aime bien où on dit choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ça, je me dis, mais c'est vrai en fait. C'est vrai. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir trouvé ma voie. Et je sais que toutes les mamans, évidemment, elles aiment leur bébé, et voilà, mais moi, je me dis, mon bébé, il a créé en moi quelque chose de très fort. Non seulement, bah voilà, ma fille a fait de moi une maman et c'est un rôle que j'adore, mais en plus, je me dis, elle m'a vraiment guidée. Et je pense que c'est aussi peut-être un peu le côté du parcours initiatique que j'ai vécu pendant ma grossesse, de me dire, bah ouais, pourquoi elle s'est mise en siège en fait? Elle avait de la place, 32 semaines, elle pouvait encore se retourner, etc. Et peut-être que c'est juste elle qui m'a amenée sur ce chemin-là, à me dire, ben voilà, il faut que tu lises, il faut que tu te renseignes, il faut que tu découvres comment fonctionne ton corps, etc. pour m'amener sur cette voie de l'accompagnement périnatal. Et je trouve que c'est une histoire qui est juste tellement belle parce que avec le recul aujourd'hui, quand je regarde ma vie d'avant et mon travail d'avant, etc., je me dis, mais j'avais pas l'impression de vraiment servir à quelque chose en fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, quand je suis auprès des parents, qu'ils me parlent de leurs difficultés, que je les accompagne sur le sommeil, ou que je rencontre des gens qui sont en parcours PMA et que je vois qu'il y a un vrai avant et un vrai après, je me dis, waouh, même si tu as mis juste un tout petit grain de sable dans leur vie pour les aider, bah franchement, c'est peut-être le grain de sable qui aura fait la différence. Alors, je dis pas, hein, franchement, il y a des jours où j'ai peur. Parce que voilà, je me dis, oh, et si ça marche pas, et si j'y arrive pas, et s'il n'y a pas assez de gens qui me font confiance, et il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je me fasse confiance finalement exactement comme ce que je vivais pendant la grossesse. Fais-toi confiance à toi, fais confiance à ton instinct, à ce que tu ressens, où ça t'emmène. Parce qu'il y a un vrai besoin. Aujourd'hui en France, c'est pas pour rien si on parle de toute cette politique des 1000 premiers jours, s'il y a de plus en plus de parents qui sont en demande, s'il y a aussi de plus en plus de parents qui font des dépressions. Hein. On parle beaucoup de la dépression postpartum des mamans, mais il y a aussi des papas qui vont mal. Et malheureusement, le système de santé fait que les professionnels de santé n'ont pas nécessairement le temps, en fait, d'accueillir ces émotions-là, juste de les accueillir, de les comprendre et de se dire, bon, bah voilà, je les écoute et on verra ce qu'on fait après. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc aujourd'hui... ça m'arrive de rencontrer aussi des jeunes mamans qui sont dans toute une réflexion sur leur projet de vie, leur projet professionnel, qui disent mais qu'est-ce que je peux faire j'ai ce projet-là, mais j'ai peur en même temps, je suis jeune maman, je peux pas quitter mon boulot, je peux pas, qui ont plein de peurs. Et en fait, je leur dis à toutes, mais foncez quoi, écoutez-vous, on n'a vraiment qu'une vie. Et passer une vie à faire un travail pour lequel on n'a pas envie de se lever le matin et pour lequel ça résonne pas en nous ou qui correspond pas à nos valeurs, ça vaut vraiment pas le coup. Je me dis de toute façon, ça se répercute aussi sur les autres sphères de notre vie. Je veux dire, quand on n'est pas bien au travail, quand on n'est pas bien ou quand on n'est pas réellement soi-même, bah voilà, on se sent pas bien. Nos relations avec les autres peuvent pas être saines. Nos relations avec nos enfants non plus. Si on rentre toujours qu'on est fatigué, qu'on est épuisé, qu'on est stressé, etc. On peut pas non plus vivre ce rôle de maman qu'on a envie de vivre et d'être auprès de ses enfants comme on a envie d'être près d'eux. Donc je leur dis toujours, voilà, si vous avez un projet professionnel, même si vous êtes jeune maman, même si vous êtes enceinte, même si vous êtes toute seule, même si financièrement c'est compliqué, bah, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Alors je dis pas que ce sera facile, hein. Franchement c'est un peu les montagnes russes, il y a vraiment des moments qui parfois sont difficiles. Et des gros moments de remise en question aussi, mais ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'expérience. Alors au début, quand je commence à faire ma formation de doula, vraiment c'est plus pour m'informer en fait. Et je sais pas trop ce que je vais en faire. Je me dis peut-être que je vais faire cette formation... Voilà, je ferai des petits accompagnements à côté de mon boulot ou je ferai des choses en parallèle. C'est plus pour comprendre aussi et pour savoir comment ça fonctionne. Parce que c'est une formation où, bien sûr, on apprend comment accompagner les autres, mais on apprend aussi comment fonctionne le corps,
ce dont il a besoin, etc. Donc c'est un puits de connaissances. Et à ce moment-là, ce que j'explique à mon compagnon, c'est que moi j'ai juste besoin de comprendre et que je sens que pour la première fois de ma vie, il y a quelque chose qui me passionne, parce que j'ai pas de passion, voilà, il y en a, ils aiment la danse, ils font des choses, et moi, j'ai jamais eu vraiment de passion, et là, c'est la première fois de ma vie où je me dis, ouais, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, j'ai envie de lire sur ce sujet, quoi, ce qui m'était jamais arrivé. Donc, je lui dis, voilà, je vais faire cette formation, est-ce que tu es d'accord, évidemment, pour prendre le relais aussi auprès de notre fille qui est encore toute petite, pendant des jours entiers en horaire décalé, la nuit, etc. Et tout de suite, il me dit, il n'y a aucun problème, fais-le, c'est quelques journées par mois, on va s'en sortir, il n'y a pas de souci, etc. Et puis, on verra ce que tu fais après, en fait. On verra ce que tu en fais. Peut-être que ça donnera lieu à une activité professionnelle, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est pas du temps perdu, puisque ça te nourrit. Je me sens vraiment soutenue, pour le coup. Et je me dis, bon, allez, je fonce. Une fois que j'ai fait cette formation de doula, là, ça y est, à la fin de la formation, je me rends vraiment compte que c'est ce que je veux faire en fait. Que vraiment j'ai une volonté de créer mon entreprise d'accompagnement, que j'ai vraiment envie d'accompagner des couples, des femmes, etc. Et je me dis, là il faut que je professionnalise un petit peu ce projet, que vraiment j'y réfléchisse, que je regarde aussi un peu ce qui se fait ailleurs, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup en France, comment elles vivent, etc. etc. Donc je commence un peu à faire mon benchmark de ce qui existe autour dans la région. J'appelle certaines doulas qui sont déjà implantées, je leur pose des questions, etc. Et donc je prends un peu mon courage à deux mains et je dis à mon compagnon, bah voilà, j'ai envie de changer de métier. L'informatique, c'est plus pour moi, je me sens plus à ma place. Est-ce que tu es prêt à vivre aussi ce changement avec moi? Parce que ce changement va nous impacter voilà, dans notre vie, dans les finances, dans le temps. Parce que voilà, à l'époque, je suis quand même pas naïve et je me dis, lancer une entreprise, je sais que ça va pas se faire en 5 minutes, que ça va me prendre beaucoup de temps. Que je vais probablement travailler aussi certains soirs, certains week-ends, etc. Et tout de suite, il me dit, il n'y a aucun problème. De toute façon, je vois que c'est ça qui te fait vibrer. Je vois que, de toute façon, même si je te dis non, tu ne pourras pas t'en empêcher. Donc, on y va. Et puis, on s'arrangera, on s'organisera. On a de la famille qui habite pas loin. On trouvera du relais s'il y a besoin pour l'organisation par rapport à son travail à lui, évidemment aussi, que ce soit compatible. En fait, finalement, ça se passe bien, on trouve des solutions assez rapidement. Je me dis, c'est pas impossible. Alors, du côté de la famille, ça a été un peu progressif, c'est-à-dire que au début, j'ai vraiment parlé plutôt des formations en parallèle de ce que je faisais. Comme activité principale du coup dans l'informatique, et puis après petit à petit au fur et à mesure des discussions je leur ai expliqué que ça devenait vraiment une vraie envie de me reconvertir là-dedans. C'était aussi pour moi l'opportunité je leur transmettais beaucoup finalement sur ce que j'apprenais. Je parlais tout le temps de maternité, de grossesse, etc. Bon, la vie a fait aussi que ma sœur a eu 2 grossesses pendant cette période-là. Donc c'est vrai que la maternité, c'était un sujet qui était quand même au cœur de notre famille. Et donc, je finis par leur expliquer que je vais me lancer dans un projet de reconversion professionnelle pour devenir accompagnante périnatale et parentale, et que je me laisse 3 ans. Après, mon père est directeur de l'agence de développement économique, donc il a l'habitude en fait de travailler aussi avec des jeunes qui ont des projets de start-up ou qui ont des projets professionnels qu'ils souhaitent développer. Donc c'est un monde qu'il connaît, qui lui fait pas non plus trop peur, parce qu'il sait qu'il existe plein de choses pour accompagner finalement les gens comme moi qui ont envie de se lancer et qui ont un vrai projet. Et donc il m'explique un peu aussi ce que je peux faire et toutes les ressources vers lesquelles je peux me tourner en fait pour donner, voilà, pour que mon projet se réalise et pour pouvoir avancer. Donc ça m'apporte une sécurité supplémentaire, même si concrètement, là, il me donne juste des pistes. Et après, c'est à moi d'aller explorer. Et puis en plus, on n'habite pas dans le même département. Donc voilà, c'est juste des pistes. Mais je me dis, finalement, lui, des jeunes qui se lancent, il en côtoie tout le temps. Pourquoi pas moi ? En fait, la maternité, quoi qu'il arrive, ça débloque des choses.
c'est sûr. Ça change qui on est, ça change notre identité, ça nous fait passer d'un point A à un point B, c'est sûr. Croire qu'on peut être la même personne qu'avant, c'est pas vrai. Et il y en a pour qui ça change des choses dans la vie professionnelle comme moi, il y en a pour qui ça change des choses même dans leur passion, leur relation sociale, etc. Mais quoi qu'il arrive, en fait, ce changement-là, je me dis qu'il n'est pas là par hasard et qu'il faut juste s'écouter. Que ce soit d'un point de vue professionnel ou sur n'importe quel domaine, en fait, finalement, écouter son cœur et se dire je vais là où j'ai envie d'aller, parce que encore une fois, on n'a qu'une vie et parce que c'est pas de quoi demain sera fait. Faut profiter et se dire que on teste des choses, on expérimente, voilà, et qu'on a le droit de se tromper aussi. La vie, c'est ça, c'est de se dire aujourd'hui, je teste quelque chose, je me lance dans ce projet-là. Voilà, moi, j'ai pris le pari un peu fou de lancer les bébêtises. Et je me dis, si ça marche, c'est magnifique. Et puis, si ça marche pas, en fait, je rebondirai sur autre chose. Mais dans tous les cas, je pouvais plus faire semblant. Et donc, ça sert à rien de faire semblant parce que faire semblant, ça a un impact ailleurs, en fait, forcément. Et il y en a pour qui aussi, ça a un impact aussi sur la relation avec leur enfant et le lien qu'ils créent avec eux. Et ça, c'est tellement dommage, en fait, de passer à côté de ce lien-là que, voilà, il faut vraiment s'écouter. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!